Des médias muselés, des SDF qui n'ont plus le droit de dormir dans la rue, des institutions indépendantes aujourd'hui sous la coupe du pouvoir, des campagnes de publicité contre l'avortement, le mariage homosexuel interdit dans la Constitution, un taux d'imposition unique de 16%. Voilà le visage aujourd'hui de la Hongrie de Viktor Orban. Le mot République a d'ailleurs disparu, un symbole qui en dit long. Le pays glisse-t-il vers la dictature? Y a-t-il encore des contre-pouvoirs en Hongrie? Plus largement, eh bien, nous nous intéresserons ce soir à la montée des nationalismes, des populismes en Europe sur fond de crise économique. Et ce soir, eh bien, nous sommes avec Jacques Rupnik. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Europe centrale et orientale, directeur de recherche au CERI et professeur à Sciences Po. Christophe Bourseiller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, auteur de L'extrémisme, une grande peur contemporaine, et c'est aux éditions du CNRS. Et avec nous, Caroline de Camaret, bonsoir. Caroline, bonsoir. Vous êtes notre spécialiste des questions européennes. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va faire un point tout de suite sur cette nouvelle constitution en Hongrie avec Pauline Paccard. Bienvenue en Hongrie, et non plus en République de Hongrie. Ainsi s'appelle désormais ce pays selon sa nouvelle constitution. Le texte est entré en vigueur le 1er janvier, dernier acte de 18 mois de réforme restrictive, voulu par cet homme, le Premier ministre conservateur Viktor Orban. Un arsenal législatif impossible à contourner. Dieu bénisse les Hongrois, dit pour la première fois la loi fondamentale qui, dans le même temps, divise par 20 le nombre de communautés religieuses pouvant bénéficier de subventions publiques. C'est un cas unique en Europe. Le préambule de la Constitution fait désormais référence à notre histoire ainsi qu'à la religion. Beaucoup pensent que c'est restrictif et dangereux. Des sans-abri passibles de peine de prison, un impôt sur le revenu à taux unique qui privilégie les plus riches, une justice aux ordres, des proches de Viktor Orban au poste clé de l'État. Le gouvernement contrôle tout et les voix discordantes sont priées de se taire. La liberté de la presse a été réduite à une peau de chagrin. Les journalistes du service public jugés réfractaires écartés, les médias d'opposition fermés. Ça commence à être comme à Corée du Nord peut-être, ou bien à Cuba, ou bien en Chine, quoi. Tout est manipulé. Personne ou presque ne s'est opposé au rouleau compresseur Orban et pour cause, son parti, le Fidesz, dispose de la majorité absolue au Parlement. Il faudra d'ailleurs autant de voix à l'avenir pour modifier cette constitution, un scénario rendu quasi impossible par une savante réforme électorale. L'opposition descend dans la rue depuis des semaines pour dénoncer ce qu'elle appelle la dérive autoritaire du gouvernement. Mais à ce jour, rien n'a fait plier Viktor Orban, qui reste populaire en majorité dans son pays. Cette constitution est contre la démocratie. Ils détruisent la démocratie en Hongrie. Face au cas hongrois, l'Europe reste très discrète. Peu de condamnations officielles. Bruxelles pourrait bien utiliser l'article 7 du traité de l'Union qui prévoit des sanctions en cas de violation des valeurs démocratiques des 27. Mais le dernier précédent ne donne pas vraiment envie. En 2000, l'Autriche avait été privée de sommets européens pour cause de pacte avec l'extrême droite de Jörg Haider, une décision sans réelle conséquence. Le levier d'action de l'étranger sera donc peut-être l'argent. Échaudé par la réforme unilatérale de la Banque centrale hongroise, le FMI et la Banque centrale européenne pourraient ainsi refuser ses financements à Budapest, une aide dont le pays en pleine crise économique a pourtant cruellement besoin. Jacques Rupnik, est-ce que la Hongrie glisse vers la dictature? On a entendu un Hongrois faire un parallèle avec ce qui se passait à Cuba ou encore en Chine et même en Corée du Nord. Oui, non, Budapest n'est pas la Corée du Nord, je vous rassure tout de suite. Mais ce n'est pas pour minimiser ce qui est en train de se passer. Nous avons une dérive autoritaire, je préfère ce mot, une espèce de glissement, avec des élections démocratiques qui ont donné une telle majorité à M. Orban qu'il se permet de modifier absolument légalement, c'est conforme, disons, à la légalité, se permet de modifier la Constitution, les lois constitutionnelles, de telle façon que tous les contre-pouvoirs sont affaiblis ou disparaissent ou neutralisés. Et ça, c'est là où il y a un risque et une gravité. On l'a vu il y a un an. De façon à être sûr de remporter les prochaines élections aussi. Alors ça permet aussi de modifier la loi électorale pour s'assurer, pense-t-il, un avenir politique durable. Mais c'est surtout ça. C'est
l'absence de contre-pouvoir. La démocratie libérale, c'est les contre-pouvoirs, c'est pas seulement des élections libres. Quels sont ces contre-pouvoirs qui ont aujourd'hui disparu? C'est les médias qui sont quand même muselés aujourd'hui, il faut le dire. La loi sur les médias, vous avez une instance qui est censée juger de l'impartialité des médias. Bon, qu'est-ce que c'est que cette instance? Qu'est-ce que l'impartialité dans les médias déjà? Qui est là pour juger? Et puis, cette instance est tout de suite noyautés par les gens du pouvoir. Ils sont nommés par le gouvernement. Bon, ensuite, vous avez le Conseil constitutionnel. Sur les médias, juste peut-être petite remarque, lorsqu'ils ont pris la présidence de l'Union européenne, les Hongrois, il y a un an justement, ils ont renvoyé dos à dos finalement leur loi électorale et notre système français, le système du CSA, Nicolas Sarkozy aurait lui aussi la possibilité de nommer les patrons de chaînes et de médias. Donc effectivement, c'est eux-mêmes les Hongrois qui ont fait le parallèle avec la situation en France. Il y a peut-être que ce parallèle-là à faire. On n'en est pas encore au musée. Mais c'était assez ironique. En même temps, c'est assez vrai. Du point de vue médiatique, c'est vrai que la France est un pays dans lequel il y a eu un contrôle des médias pendant de très nombreuses années. Ce contrôle dure-t-il encore aujourd'hui? C'est une question qu'on peut poser. Mais enfin, quand pensez au général de Gaulle, pensez à Georges Pompidou, pensez au poids qu'avait l'État et au noyautage des médias. Au fond, ce qu'on vit en Hongrie, ça ressemble beaucoup à ce que la France a vécu pendant de très nombreuses années. Oui. Alors maintenant, je pense que ce qui est vrai que ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, c'est un héritage. La Hongrie, vous en avez parlé, Jacques Rupnik, ça a été une dictature. Alors ça devient peut-être une dictature, mais ça a quand même été une dictature pendant de très nombreuses années. Donc il y a ce passé historique de la dictature qui est présent et qui au fond dynamite les possibilités démocratiques dans ces pays-là. Il n'y a pas que la Hongrie. On pourrait penser à la Biélorussie de Loukachenko, par exemple. Il y a d'autres exemples comme ça de dérives populistes sur fond de post-communisme. Et là, c'est un cas assez particulier. Mais il y a aussi effectivement le fait que la Hongrie aujourd'hui devient effectivement un régime à tentation populiste. Et ça, c'est ce phénomène nouveau et important qui traverse toute l'Europe. Mais Jacques Rupnik, est-ce qu'on peut dire que la Hongrie est encore aujourd'hui un État de droit? Alors, c'est ça véritablement la question qui est posée. C'est un État démocratique au sens où la majorité des électeurs s'est exprimée et le gouvernement Orban a été élu dans des élections libres et personne ne conteste ça. Par contre, est-ce qu'elle est encore un État de droit ? En tout cas, les instances qui, dans une démocratie, sont censées veiller au respect de l'état de droit, sont aujourd'hui affaiblies. À commencer par le Conseil constitutionnel, dont les pouvoirs sont restreints, dont les membres sont nommés par le gouvernement pour une période de 9 ans, etc. Donc là, on s'assure à ce que, justement, ceux qui sont censés veiller de façon neutre au respect de la loi soient aux mains du gouvernement. Il y a d'autres instances, comme la Cour des comptes, comme la Banque centrale, qui sont des institutions politiquement neutres ou censées être politiquement neutres, donc en tout cas pas aux mains du gouvernement, sont des institutions qui sont en ce moment mises au pas, sous contrôle du gouvernement. Donc on peut dire que la Hongrie n'est plus un État de droit aujourd'hui ? Disons que les contre-pouvoirs sont affaiblis ou en train d'être phagocytés par le pouvoir. Donc il y a un renforcement du pouvoir de l'exécutif et ça mainmise sur les autres institutions. Il y a encore une presse libre. Il y a encore une presse libre, mais qui la principale radio, je crois, d'opposition a perdu sa fréquence. Il y a de nombreux journalistes qui ont été licenciés. On peut dire aussi ici, sur le plateau de France 24, qu'on a essayé de joindre des journalistes hongrois qui viennent témoigner, etc. Ils ont refusé de parler parce qu'ils ont peur. Donc la presse, on peut le dire aujourd'hui, est quand même muselée. Le problème de l'état de droit aussi est celui de l'Union européenne. La Hongrie est entrée en 2004 dans l'Union européenne et s'est donc engagée à respecter un certain nombre de valeurs et un certain nombre de principes, notamment l'indépendance de sa banque centrale et évidemment aussi un certain nombre de libertés publiques qui sont mises en cause. Alors on a parlé des réactions de l'Union européenne qui étaient assez timides, timorées, que peut-être l'Union européenne aurait dû réitérer finalement sa mise au banc des nations comme 2000. C'était pas Jörg Haider, souvenez-vous, c'était Schlüssel, le chancelier qui avait décidé de gouverner avec l'appui de l'extrême droite. Outré, l'Union européenne, effectivement, ne lui donnait plus les clés des conseils européens et l'un des résultats, ça a été une hausse de sa popularité. Électoralement, ça a été absolument contre-productif. L'Union européenne donc s'est rendu compte que les sanctions, ça marchait vraiment à rebrousse-poil. Oui,
là, on est tombé quand même peut-être dans le discours nationaliste de Schlüssel et de Harder marchait. Et pour l'instant, le discours nationaliste de Viktor Orban, pourquoi il l'a? Parce que ça marche. Il est encore très populaire. Ça marche, Jacques Rupnik? Sa popularité est en train de baisser, tous les sondages semblent l'indiquer. Ça baisse pas seulement à cause de la situation politique, mais aussi à cause de la situation économique et financière. Parce qu'il faut quand même voir que Orban est arrivé avec un programme souverainiste. Hein. À la fois, sur le plan intérieur, j'ai le pouvoir, j'ai la majorité, j'impose la rupture avec le communisme que nous n'avons pas vraiment eu. Donc là, ça fait référence à 89. On a eu une révolution en douceur, une révolution négociée. Les communistes ont gouverné, ils se sont rebaptisés socialistes, ils ont gouverné. Non, la vraie rupture, c'est maintenant. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle constitution. Donc, il a une constitution où, d'ailleurs, les méfaits du communisme doivent être punis et peuvent être punis. C'est une loi avec la justice rétroactive. Et ça, c'est une ce sont des violation du principe de l'état de droit. Du parti socialiste qui peuvent payer des crimes qui ont été commis sous la dictature communiste. Voilà, et donc ça c'était un des thèmes, rupture, enfin la rupture 20 ans après. Et deuxième thème qui était lié au précédent, reconquête de la souveraineté. Et nous sommes sous le diktat non seulement d'intrusion d'institutions internationales, mais des banques et de la finance. Et nous allons essayer par nos moyens, n'est-ce pas, de nous dégager de cette emprise. Résultat, 2 ans après, il a fait toute une série de mesures, je ne peux pas aller dans le détail là, nationalisation de fonds de pension, par exemple. Le anti-gay, anti-avortement, aussi on peut parler d'une révolution d'un point de vue économique, il y a le taux d'imposition unique aussi à 16%. Disons, la reconquête de la souveraineté économique est un échec, puisque le pays est en faillite. Le forint, la monnaie hongroise, a perdu 20% en 3 mois. Du coup, ils sont obligés de retourner au Fonds monétaire international qu'ils avaient dénoncé comme cette horrible institution qui leur imposait des conditions absolument terribles. Ils sont obligés de retourner en quémandeur pour obtenir de nouveaux prêts. Et c'est en ce moment, c'est aujourd'hui même que l'émissaire hongrois est à Washington pour obtenir ce prêt. Il ne peut l'obtenir qu'avec l'aval de l'Union européenne. Et c'est là où est le vrai levier européen. Il ne sera peut-être pas au plan de la gesticulation politique, mais il sera peut-être très efficace sur le plan économique, parce que sans l'aval de l'Union européenne, qui insiste sur l'indépendance de la Banque centrale, qui insiste sur toute une série de notions de l'état de droit, de respect de la propriété, les nationalisations des fonds de pension, ça passe très très mal en Autriche et en Allemagne en particulier. Bref, c'est peut-être là le levier européen le plus efficace sur la Hongrie aujourd'hui. On peut même se demander si les Européens n'ont pas renoncé à toute sanction politique au profit de possibles sanctions économiques. Je m'explique. À part Viviane Reding, qui a condamné, la Commission européenne qui doit se prononcer mercredi, donc dans 2 jours, sur elle est gardienne des traités, donc sur la conformité de la loi et des lois donc hongroises aux traités européens. Eh bien, on n'entend pas beaucoup de voix s'élever contre ce système hongrois. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé a dit il y a un problème. Il y a un moyen de sanctionner quand même aujourd'hui la Hongrie. Dans le traité de Lisbonne, il y a un article, c'est bien ça, c'est l'article 7, et qui permettrait donc de faire en sorte que la Hongrie ne puisse plus participer au vote au sein de l'Union européenne. L'article 7 qui a été déclenché contre l'Autriche, donc en 2000, mais cet article 7, le problème, il faut bien comprendre comment ça marche en Europe. Pour que cet article 7 soit déclenché, il faut que le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement qui sont assis à la même table que M. Orban, le dénonce. Alors on sait bien que c'est un système d'amitié, et puis surtout M. Orban, il fait partie d'un très grand parti qui s'appelle le PPE, le Parti populaire européen, les droites européennes, qui est dominant en Europe, et le Parti populaire européen a des propos très doux à son encontre. Oui, d'ailleurs, on va les voir tout de suite, ces propos, on va les voir et je vais vous les donner en même temps. Le Parlement hongrois a remplacé une constitution de type stalinien qui datait de 1949. La nouvelle constitution, dit le PPE, a intégré la charte des droits fondamentaux et un nouveau système électoral plus équitable a été établi, offrant la possibilité pour les minorités d'être représentées au Parlement. On est bien loin d'une condamnation, Christophe Bourseille. Vous voyez bien qu'on ne peut
pas appliquer à ces régimes populistes, aujourd'hui qu'on voit un petit peu partout, ces partis populistes, la grille de lecture qu'on appliquait auparavant aux dictatures ou aux partis d'extrême droite. On est là dans quelque chose de nouveau et c'est ça qui est difficile à appréhender. On est dans des régimes, regardez ce régime hongrois, ce n'est pas une dictature comparable à la dictature stalinienne qu'on a vécue pendant des années en Hongrie. C'est un pays qui est à mi-chemin de façon ambiguë entre des formes démocratiques et une tentation dictatoriale. Donc on est dans quelque chose de très ambivalent et je comprends les angoisses de la Commission européenne ou des partenaires ou des pays étrangers qui disent mais au fond Orban il est dans une dérive inquiétante, autocratique et en même temps il a réussi à gouverner sans l'extrême droite hongroise, le parti Jobbik est exclu de la majorité gouvernementale, donc finalement il nous a préservé de l'extrême droite et en même temps c'est lui-même qui va vers quelque chose d'inquiétant pourrait-on dire, et ça c'est le problème auquel on se heurte lorsqu'on étudie la plupart des populismes en Europe. Et la grande erreur à ne pas confondre, c'est de dire le populisme, c'est l'extrême droite. Ce sont deux phénomènes politiques différents. Et si on les appréhende en les mélangeant, on passe à côté du phénomène. Et parce que ces partis populistes, dans de nombreux pays d'Europe, ne proviennent pas historiquement de l'extrême droite. Ils proviennent parfois des droites modérées, des droites conservatrices, voire du centre-gauche, c'est très variable. Et ils dérivent en mettant en avant un ou plusieurs slogans. Donc vous voyez la complexité de cette situation. On va en parler dans la deuxième partie de notre débat. J'ai envie de vous demander quand même, est-ce que précisément la crise économique, qui quand même a un impact très fort sur les citoyens, en Hongrie c'est très net, elle a été très frappée par la crise économique, mais d'autres pays aussi, plus à l'Est en particulier, je pense à la Pologne également, qui avec l'ère Kaczynski et la révolution conservatrice des frères Kaczynski, est-ce que aujourd'hui ça ne fait pas émerger non pas l'extrême droite, comme on l'a beaucoup dit, mais finalement ces grands partis populistes un peu ramasse-tout, qui sont plutôt nationalistes en l'occurrence et qui ont une identité un petit peu floue finalement. Chaque populisme a une identité différente, vous avez tout à fait raison. Alors ça peut être une identité souverainiste, comme dans le cas par exemple de la Hongrie, où là on est dans un populisme à tendance souverainiste, nationaliste et souverainiste. Parfois ce sont des populismes qui vont vers le rejet de l'immigration, parfois ce sont... Enfin il y a plusieurs thématiques qui sont mises en avant. Il n'y a aucune homogénéité à ce niveau-là. On va en parler justement de ces différents populismes dans la deuxième partie de notre débat. Jacques Rupnik, pour revenir sur la Hongrie, on a vu les Hongrois qui sont descendus dans les rues de Budapest, ils étaient 70 000. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à une forte mobilisation dans les jours, dans les semaines qui viennent? Ou est-ce que la majorité des Hongrois soutiennent aujourd'hui encore Viktor Orban et approuvent ces modifications de la Constitution? Bon, c'est difficile à évaluer le pourcentage de la population qui soutient aujourd'hui Orban. En tout cas, il a été élu avec une majorité incontestable, personne ne conteste ça. Il y a maintenant des manifestations de Russes, ce qui est rare en Hongrie. Ce n'est pas un pays où on manifeste facilement. Au cours des 20 dernières années, il y a eu très très peu de manifestations. Il y avait plutôt des manifestations dans le camp d'Orban, qui en 2006, n'est-ce pas, contestait le gouvernement en place au moment de l'anniversaire de la Révolution hongroise de 1956 et avait fait une mobilisation très radicale contre le gouvernement en place. Là, aujourd'hui, c'est la mobilisation en sens inverse. C'est lui qui est accusé de dérive autoritaire et dictatoriale. Il y a une mobilisation. Il faudra voir si ça se traduit sur le plan politique parce que on voit bien que l'opposition est décimée. Le parti libéral a disparu. Il y a un petit parti vert, libéral vert, écologiste, et il y a le parti socialiste qui sont les anciens communistes, mais qui sortent très affaiblis des élections. Donc, est-ce qu'il y aura des relais à cette mobilisation? Je crois que ça dépendra en partie de la réponse européenne. S'ils ont l'impression que l'Europe se désintéresse de cette situation, il sera très difficile sur le plan intérieur de maintenir la mobilisation, à moins que la situation économique se détériore. Et là, on aura une mobilisation qui sera pour d'autres raisons. On va faire une pause, Christophe Bouteiller. On va faire on va faire une toute petite pause de quelques minutes. On va se retrouver pour la deuxième partie du débat avec cette question. Que faire aujourd'hui pour lutter contre la montée des nationalismes, des populismes en Europe? À tout de suite. Excuse-moi, je